Dans certains pays, les cartels de drogue font la loi. Ils contrôlent le trafic, ils ont souvent une hiérarchie bien marquée, des règlements de compte violents, et pour les plus connus d'entre eux, des adaptations Netflix. En France, de 2010 à 2013, les membres d'un cartel se retrouvaient secrètement dans des restaurants, dans des cafés, se passaient des appels pour parler de leur arrangement. Leur but, se faire plein d'argent en augmentant leurs bénéfices. D'un côté, faire pression sur leurs fournisseurs pour se fournir moins cher, et de l'autre, augmenter leur prix pour revendre plus cher aux distributeurs. Ce cartel, on le connaît sous le nom du cartel du jambon et de la charcuterie. Pendant 3 ans, en France, 12 industriels de ce secteur se sont mis d'accord secrètement pour acheter moins cher le jambon auprès des abatteurs et pour le revendre plus cher aux enseignes de grande distribution, et donc plus cher pour le consommateur final, c'est-à-dire vous. Ça a concerné le jambon cru, le jambon cuit, le saucisson, la rosette, le chorizo. Donc si vous aimez mettre une tranche de jambon dans votre sandwich, alors ils vous ont bien eu. Un cartel en économie, c'est quand il y a une entente secrète entre différentes entreprises concurrentes qui se mettent d'accord pour coopérer et augmenter leurs bénéfices. Pour ça, soit les entreprises du cartel augmentent leurs prix ensemble, soit elles utilisent d'autres stratégies. Par exemple, mettre en place des quotas de production, c'est-à-dire produire moins pour simuler de la rareté et donc faire monter les prix, ou bien encore fixer un prix minimum pour éviter que les prix ne baissent trop. Et c'est cette dernière option qu'a choisi le cartel de la compote. Selon les industriels, l'entente est venue suite à une conjoncture peu favorable due à l'augmentation du coût des matières premières et des emballages et à la pression croissante exercée par les acheteurs. En gros, ça leur coûtait cher de produire des compotes, alors ils se sont mis d'accord pour fixer un prix minimum qui leur garantissait que le prix n'allait pas baisser en dessous de celui-là, et donc que leurs bénéfices n'allaient pas trop chuter. Et ça aura duré 4 ans quand même, de 2010 à 2014, et c'est 4 ans où la compote a coûté plus cher pour tout le monde en France. Et c'est pour ça que l'autorité de la concurrence sanctionne les cartels, parce que ça fait augmenter les prix pour les consommateurs sans que la qualité n'augmente. Le cartel a vraiment pour but l'enrichissement des entreprises au détriment du consommateur. Le vice-président de l'autorité de la concurrence dit dans une interview à France Culture que les cartels sont considérés comme la pratique la plus grave et elle est toujours condamnée. Et pourtant, c'est assez surprenant de voir qu'on a commencé à réguler les cartels et les ententes anticoncurrentielles en général relativement récemment. Les premiers ont été les États-Unis en 1890 avec le Sherman Antitrust Act qui visait surtout les monopoles, mais en Europe, parce qu'on a en gros longtemps vu les cartels et autres ententes comme des stabilisateurs de l'économie, en gros ils empêchaient que les prix ne changent trop, les régulations n'ont commencé que vers l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec du coup l'influence des États-Unis sur le sujet. Et c'est en 1957, dans le traité de Rome, celui qui a créé la Communauté économique européenne, qu'on y met les bases de la régulation de la concurrence en Europe. Même si avant certains pays d'Europe avaient déjà commencé à réguler, mais là on s'est mis d'accord sur les grandes lignes. Bref, revenons à nos jambons et à ce cartel qui nous a fait payer notre charcute trop cher. Ils ont reçu une amende de 93 millions d'euros en tout, et si on se balade sur le site de l'autorité de la concurrence, on peut voir qu'il y a plein d'autres cartels qui ont été sanctionnés. Le cartel de la compote, dont on vient de parler, de l'électroménager, genre réfrigérateur, congélateur, lave-linge, etc., du revêtement de sol, du transport de colis, des produits laitiers. Bref, le mal est partout. Mais en fait, c'est pas n'importe quelles entreprises qui peuvent former un cartel. Ou plutôt, il y a des conditions favorables pour faire un cartel super secret. Une de ces conditions, c'est d'être dans un marché où il n'y a pas trop de vendeurs, pas trop de concurrence. Ce sera plus facile pour les quelques vendeurs de se mettre d'accord sur les prix, les quotas, l'organisation en général, et ce sera aussi plus simple de surveiller qui fait quoi. Donc moins de risques qu'un des membres du cartel trahisse les autres, par exemple en décidant finalement qu'il ne va pas augmenter ses prix pour être moins cher que les concurrents, et donc faire plus de ventes. Dans la même logique, il vaut mieux que ce soit un secteur où on peut pas facilement avoir de nouveaux concurrents qui débarqueraient du jour au lendemain, qui fixeraient des prix plus bas que le cartel et qui capteraient, là aussi, toute la demande. Dans la liste des cartels qu'on vient de voir, on voit bien que c'est des marchés qu'on peut pas facilement aller concurrencer. Par exemple, ça me coûterait bien trop cher de commencer à vendre des frigos, entre avoir les matières premières, rassembler le savoir-faire, les fabriquer, les stocker, les vendre, etc., etc., je ne pourrais jamais être assez compétitive. Et c'est ça, en partie, qui fait que le cartel peut augmenter ses prix. Il y a plein d'autres conditions qui font qu'un cartel puisse exister. Là, j'ai cité les conditions qui me semblaient les plus intuitives, mais si ça vous intéresse, je vous ai mis le papier avec plus de détails dans la description, en plus des autres sources. Bon, maintenant on sait qu'est-ce qu'un cartel, qu'il y a des conditions favorables à la formation d'un cartel, qu'ils se prennent des amendes s'ils se font prendre, reste à savoir comment on les détecte. En plus des enquêtes classiques de l'autorité pour voir s'il y a cartel ou non, que j'imagine à base de tableaux Excel, de papiers administratifs et de collaboration avec d'autres institutions, ils ont un autre truc plus simple, moins coûteux et beaucoup plus efficace, forcer les membres du cartel à se dénoncer.
En gros, si une entreprise qui fait partie d'un cartel dénonce l'entente illégale ou demande la clémence, elle peut être exonérée entièrement ou partiellement de l'amende. Ça s'appelle le programme de clémence, et ça permet aussi, une fois que l'entente a été découverte, que les membres du cartel puissent apporter de nouvelles preuves qui faciliteront le travail de l'autorité. Donc, coopérer avec l'autorité de la concurrence contre une réduction de peine. Ça fait pas très classe comme pratique, et celui qui dénonce aura sûrement un peu une réputation de rapporteur, mais au moins c'est efficace. En fait, ça rend le cartel instable, c'est-à-dire que chaque entreprise a un intérêt à dénoncer le cartel le premier pour éviter de payer une amende, avant qu'une autre entreprise du cartel le fasse d'abord. Et c'est une technique qui a suffisamment fait ses preuves pour que plusieurs pays dans le monde l'appliquent. Ça a d'abord été créé aux États-Unis en 1979, puis en Europe ça a été mis en place en 1996, et le Japon a mis son programme en place encore plus récemment, en 2006. Évidemment, il n'y a pas qu'une façon de faire, et chaque programme de clémence a ses particularités. Par exemple, la spécificité des États-Unis, c'est que c'est seulement la première entreprise qui dénonce l'entente qui peut avoir une immunité complète. Et tant pis pour les autres qui auraient pu apporter des preuves dans un second temps. Elles devront payer plein pot. L'incitation, c'est vraiment d'être le premier à dénoncer l'entente. Au contraire, en Europe comme en France, puisqu'on donne une immunité partielle à ceux qui apportent des preuves, même si c'est pas les premiers, une des entreprises du cartel peut se dire « Oui, non, je vais rien dénoncer, et au pire, si un de mes potes dénonce, alors je fournirai des preuves pour avoir une immunité partielle. » Par contre ici, l'avantage, c'est qu'on encourage les entreprises à apporter un max de preuves, même si elles sont pas les premières, pour faciliter l'enquête. Au Japon, c'est encore une autre façon de faire, l'entreprise ne peut avoir une immunité totale que si c'est la première à dénoncer, et qu'en plus, elle le fait avant même qu'il y ait eu une enquête. Et si l'enquête a déjà commencé, alors là seulement les 3 premières entreprises à contribuer peuvent bénéficier d'un allègement de sanctions de 30%. Bon voilà, vous aurez compris, 50 nuances de clémence, chacun son type d'incitation. D'ailleurs, au début de mes recherches, quand j'étais sur Wikipédia, j'ai vu exemple de cartel, l'OPEP est un cartel entre pays producteurs de pétrole. Du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi c'est pas interdit l'OPEP ? L'OPEP, ça date des années 60, c'est pour Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et ça regroupe 13 pays qui, entre autres, se mettent d'accord sur le prix du baril de pétrole via des quotas d'exportation. Donc ça fonctionne comme un cartel, une entente pour contrôler les prix, et contrôler les prix notamment pour qu'ils ne baissent pas trop. Les pays de l'OPEP ont pour objectif d'avoir de bons bénéfices. C'est pas très esprit libre marché, concurrence, tout ça, donc je me suis demandé pourquoi c'est légal. Et avant que vous rigoliez de ma question comme si elle était débile, en vrai c'est pas si bête, puisque dans l'interview du vice-président de l'autorité dont je vous ai parlé au début, on lui pose la même question. Que pensez-vous de l'OPEP ? Il s'agit bien d'un cartel légal. Ah ah, moi aussi je peux être journaliste à France Culture. Bah en fait sa réponse est très simple. Dans le cas de l'OPEP, on constate que ce cartel n'est pas interdit parce qu'il s'agit d'un cartel de pays et non d'un cartel d'entreprise. En fait, il n'y a pas de réglementation pour la concurrence internationale d'entreprises nationales. Voilà, pas plus compliqué que ça. Puis d'ailleurs, sur le sujet, certains disent que ces dernières années, l'OPEP a perdu un peu de sa position de cartel qui peut facilement décider des prix du pétrole, en tout cas en comparaison des années 80, notamment parce que les progrès technologiques ont permis à d'autres pays d'entrer dans le marché du pétrole à moindre coût, et aussi parce que les conflits politiques entre les membres de l'OPEP, leurs intérêts divergents, font que plus d'une fois, ils ont échoué à se mettre d'accord sur les quotas à appliquer, comme en mars 2020, quand la Russie n'a pas accepté de baisser sa production et que le prix du pétrole a chuté. Bref, voilà, tout ça pour dire que l'OPEP c'est un genre de cartel pas interdit, mais qu'en même temps c'est moins un cartel qu'avant, donc voilà, faites-en ce que vous voulez. Bon, vous aurez compris, quand on parle de cartel en économie, c'est pas tout à fait la même chose que les cartels de drogue. C'est plus drôle et moins intimidant, mais c'est quand même illégal. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs dans cet épisode, que ce soit sur les incitations pour démanteler les cartels, ou bien sur le marché international du pétrole, et que vous penserez à cet épisode la prochaine fois que vous ramènerez un saucisson ou une compote en apéro. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de recommander Stupid Economics à vos potes. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes dispo ce soir, le soir de la publication de la vidéo, rejoignez-moi sur Twitch. On va parler d'un cartel qu'on n'a pas mentionné dans cette vidéo, mais qui va vous surprendre. Ça donne envie de venir, non ? C'était Marino pour Stupid Economics. Sur ce... Trop tôt, non ? Non, ça marchait ?